Par exemple, aujourd'hui, la centrale de Tombo, on nous dit environ la capacité aujourd'hui, c'est autour de 35 MW. Je voudrais qu'on réserve cet aspect-là à l'invité. Au moment où nous aurons nos invités, justement. Mais il y a cette réalité, on parle d'EDG. Oui. EDG, on peut comprendre. Oui. Il y avait ce soulèvement de jeudi. On peut comprendre pour la SONAP, parce qu'on est plus ou moins reliés. Mais il y a également la Naïm qui est frappée par ce fouet-là. Et quelles explications est-ce qu'on en a finalement? Le CNRD se serait-il enfin réveillé? Oui, bon, ils se sont réveillés, hein, parce que avec les 3 départs, j'apprends que dans les autres qui suivent aussi, d'autres vont rejoindre cette liste parce que ça va être une valse des décrets et des départs au sein du gouvernement. D'autres vont rejoindre un peu. Maintenant, l'ANAIM, vous savez, ça a toujours été la vache à lait pour certains cadres. Vous partez aujourd'hui, par exemple, à Boké, à Kindia, les infrastructures qui avaient été annoncées, il y a un retard. Et j'apprends même qu'il y aurait des soupçons de détournement à ce niveau-là. Et il y a même des enquêtes qui ont été effectuées. Et ça fait aujourd'hui que ça attire l'attention de l'exécutif. Maintenant, la personne qui est à la tête, à un moment donné, on avait mis en cause son niveau. On avait dit, vous ne pouvez pas choisir des gens qui n'ont pas quand même un niveau de pouvoir porter une telle entité, un tel EPA. Mais M. Bangoura, c'est un homme du Sérail. Oui, mais c'est ça le problème. Maintenant, ce que moi je veux dire... Peut-être qu'on lui reproche autre chose, mais pas la connaissance de ce secteur. Il y a la connaissance, il y a un problème de résultat, il y a un manque de résultats. Il y a un manque de résultats sur le terrain. Maintenant, globalement, sur tous les 3 qui partent, moi, le problème que j'ai aujourd'hui, ils vont partir. Mais est-ce qu'on va continuer avec la même méthode dans le casting? Parce que ceux qui sont choisis, oui, ils vont tomber. Mais qui a choisi ces gens-là? Et comment ils ont été choisis? Quels étaient les critères de choix qui ont été mis en avant pour prendre les gens, les envoyer à la tête de ces EPA, qui sont stratégiques pour le pays? Si on refait encore les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on choisit encore des gens en fonction, pas de leurs compétences ou de leur probité ou patriotisme pour gérer une entité, si on les choisit parce qu'on est proche de telle personne ou c'est parce que telle personne est un ami, on va encore retomber dans le même travers. C'est ce qu'il faut aujourd'hui éviter. Je pense que le casting, le modus operandi doit changer. Parce que si on les enlève et qu'on procède encore de la même manière, les gens sont venus bardés de diplômes, d'universités prestigieuses, on nous a présenté des CV. Mais est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour s'assurer que ceux qu'on va choisir sont capables de nous tirer de la crise? Le CNRD, le président, je pense qu'il avait été trompé au départ. Les militaires, ils venaient d'arriver, il y avait l'engouement, on était dans la fête. Et tout de suite, chacun est venu se présenter, chacun a parrainé un proche ou une amie ou un ami, et tout de suite, on a choisi les gens. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la dure réalité de la gestion de la chose publique. Finalement, c'est pas une éternelle trompée. Oui. Pourquoi je pose la question? J'ai regardé le gouvernement. Ça, c'est pas Baouri. Oui, c'est pas Baouri. C'est ce que je dis. C'est les mêmes erreurs. C'est les mêmes erreurs. Si on veut changer radicalement les choses, c'est-à-dire qu'on casse et on recommence. C'est ce qu'on est en train de faire. On casse tout et puis on recommence les mêmes choses. On ne peut pas avoir un résultat. Je vais juste dire une chose sur l'énergie et la SONAP. Par exemple, sur l'énergie, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, parce que le bateau vient dans quelques jours, et j'apprends même que c'est des privés, des Guinéens, ils sont en train d'envoyer le bateau. Le bateau va arriver, c'est autour de 240 MW, avec 228 MW qui va être distribué et qui va réguler. Parce que l'autre mensonge, c'est qu'on nous a dit que les barrages pouvaient retenir de l'eau. Par exemple, vous prenez le cas de Soapiti, c'était 6,7 milliards de mètres cubes détendus d'eau. Et qui pouvaient se déverser sur Kalita au cas où Kalita manquait d'eau, puisque Kalita, la rétention, c'est 25 millions de mètres cubes. Sauf qu'à date, le fait que ça devait descendre pour aider Kalita à continuer avec sa capacité installée, ce n'est pas possible. Et ça fait que ces zones-là et une partie de Conakry n'auront pas de courant. Donc, aujourd'hui, la personne qui doit venir, il a une mission en face de lui, mais en synergie avec le ministère. C'est pourquoi j'ai des inquiétudes par rapport à Boubacar Camara, qui, à mon avis, qui n'a pas eu assez de résultats à la SEC, qui vient dans une situation critique. Je me demande comment, avec un temps record, le délai qu'il a devant lui, il peut aujourd'hui inverser la tendance. S'il a la confiance de l'exécutif, s'il a la confiance des autorités, il pourrait réussir. Mais attention, nous on l'attendait sur le 4e projet d'eau, qui était autour de 400 millions de dollars, qu'il aurait pu, peut-être graduellement,
enclenché, ça allait permettre d'avoir des résultats, des répercussions sur la société. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. On le met à la tête d'un département. Il arrive aujourd'hui, le lendemain, vous avez vu comment la ville était chauffée à blanc. Partout, c'était des manifestations. Il a du pain, sur la planche. C'est évident. Et là, il a perdu ses cheveux. Et ça, si on ne prend pas garde, c'est les barbes qui vont partir. C'est évident. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et je finis par le ministère des Télécoms, Ousmane Gawal. La personne qui promet beaucoup et les résultats sont minces. Télécom, normalement, il n'y a pas de résultat. C'est un booster d'économie, Tamba. Et la Guinée est le seul, pour ne pas dire, fait partie, ou ne pas dire le seul pays qui fait partie des 193 pays de l'Union internationale de la téléphonie qui ne dispose pas jusqu'à date d'une société de téléphonie. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté numérique, ça commence d'abord par une société nationale. Ça, c'est un. Deuxièmement, il avait promis la connexion Internet illimitée pour les universités, certains ménages, les hôpitaux publics et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et je finis en disant une chose. Dans certains pays... La connexion, la fibre, rapidement. Et aujourd'hui, dans certains pays, par exemple, le déploiement même, ou cette connexion qu'on envoie dans les ménages et les hôpitaux, il y a certains pays, l'État garde jalousement. Parce que c'est une question de souveraineté, c'est l'État qui s'en occupe. Et les fibres, que ce soit aériennes ou terrestres, ça passe dans des communes. Est-ce que ces communes-là, aujourd'hui, sont en train de tirer profit de ces installations-là? Autant de... Grosse question. Je pense que la ministre Paula, elle est du secteur, puisque sa formation, elle a MBA. C'est même un bol d'air, en tout cas. Justement, pour elle. Elle est du secteur. Voilà, je pense que si elle a le temps, parce qu'elle a beaucoup, il y a cette rotation-là fatigue certains ministres, vous commencez à travailler, on vous enlève et puis vous ne poursuivez pas. C'est comme le cas de Diaka. Elle a engagé des résultats au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, il faut... Bon, bravo, elle parle... Alpha Bakar saura y faire. Alpha Bakar saura y faire, voilà, justement. Donc je pense que on croise les doigts. Et le fait de limoger, ce n'est pas seulement ça la solution. Il faut changer la politique. Changer la politique, puisqu'on était sur les télécoms, mon cher Jacques. J'ai envie de dire, avec l'arrivée de Paula, c'est les sociétés téléphoniques qui ont un bol d'air, qui vont un peu plus respirer désormais, surtout Orange. Mais derrière, c'est un gros défi pour elle aussi, avec MTN qui se fait racheter là. Qui traverse des difficultés, qui va se faire prendre par potentiellement un autre financeur. Mais ça reste entier, cette réalité. Mais avec ces limogeages qu'on a vus fin de semaine, on se dit, il y a quel message derrière? Est-ce que le CNRD veut rompre avec le cycle des vols? Parce qu'il y en a eu, et de beaucoup. Tu es revenu sur les milliards il y a quelques jours. Est-ce que finalement c'est la rupture qui sonne? Alors, d'abord, vous avez parlé de Rose. Il faut clairement dire les choses. Elle fait partie des ministres qui viennent avec des problèmes. Donc, ils rencontrent des problèmes au niveau de leur département. Les grands gueules. On sait que Aboubacar, il n'aura pas le temps de s'asseoir. Il va tout de suite être debout pour affronter la crise d'énergie. C'est la même chose pour... évidemment, la ministre Diaka Sidibé, elle n'aura pas le temps de s'asseoir, de réfléchir. Elle doit faire face à la crise sociale. Je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté le week-end qui m'a beaucoup peiné. Et on me dit, il y a dans un quartier de Conakry, dans une cour commune où les femmes font ce qu'on appelle dans nos langues nationales pour aller au marché, acheter du poisson, et puis vous faites des femmes de plusieurs ménages, quoi. Vous faites la popote que les messieurs donnent. Non, on fait pot commun. Ne suffit pas pour chaque famille. Donc on se met ensemble, on va au marché, on achète du poisson et puis on vient, on distribue. La communauté. C'est comme ça, on se débrouille aujourd'hui pour faire face, n'est-ce pas, à la crise. Donc ça, c'est la dignité des gens qui est touchée. Et évidemment, le gouvernement, c'est lui-même qui a accompagné les opérateurs économiques dans ça, parce que c'était une des rares fois dans ce pays où le gouvernement se lève pour dire « j'augmente ». C'est la seule fois. Sinon, par le passé, on attendait, on diminue. Maintenant, les commerçants peuvent accepter de réduire ou bien ou n'accepter pas. Mais au moins, le gouvernement, lui, il aura demandé de baisser. Mais là c'est le gouvernement lui-même qui dit augmenter. Alors là, je rappelle ça des passages pour préciser justement à Dr Diaka Sidibé ce qu'elle a devant elle comme tâche.
Maintenant, la question que vous posez, est-ce que ces limogeages sont, si vous voulez, un début de rupture avec les pratiques du passé? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, on nous a habitués avec ça. Moi, quand j'observe les démarches de Doumbouya, j'essaie juste de faire une petite comparaison avec les démarches d'Alpha Condé. Je ne souffre même pas. Je trouve que c'est identique. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème quelque part. Il faut donner quelque chose à la population. Donc un commentaire pour que les gens puissent en parler. Sinon, le DG d'abord, avant que le DG de la SONAP ne soit cité dans le scandale, donc un scandale, le premier que nous avons commenté ici à l'antenne, notamment avec cette histoire de devises avec monsieur Orion Gold. Ensuite, la deuxième chose, parce que les Guinéens au South... Mais est-ce que vous avez déjà parlé avec Jacques, est-ce que vous avez déjà parlé avec ce directeur général? Non. Ouais. On était ensemble. Je ne parle pas de vous. 80 millions de dollars. On était ensemble. Mais Diadia, on pose des questions et le monsieur est comme ça, serein, et il vous dit... Moi, je ne parle pas aux journalistes. Si ce n'est pas vous, moi, je ne parle pas aux journalistes. Hein. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je parle... C'est comme ça qu'il parle. Et pour vous dire à quel point il y a quand même du mépris et... Il était en paix. Il était en paix, il ne se gênait pas. Et quand je lui demande sa part de 350 000 dollars sur cette ligne-là par mois, quelle a été sa réponse? Est-ce que tu peux aussi nous mimer ça? Non. Parce que là, c'était encore plus choquant. Il a dit qu'il n'est pas un maudit, qu'il n'a 350 000 dollars, il ne peut pas accepter ça. Mais il y a un jeu de lèvres qu'il faut accompagner, en fait, pour vous dire à quel point le mépris était physique et complet. On a dénoncé ça. Et puis, parce que ça c'est le propre des Guinéens, parce que c'est un média guinéen qui avait évoqué ça, n'a pas fait de bruit. Parce que Thomas Dietrich, que nous remercions de passage, a sorti quelque chose d'autre. Et puis évidemment, ça fait du tollé et puis tout le monde se rend compte évidemment qu'il y a un journaliste étranger qui a découvert quelque chose. Alors que ce sur quoi Thomas a travaillé, Babila l'avait présenté ici à l'antenne. Donc voilà autant de choses. Pour dire un peu à ceux qui, dans des bureaux UP, disent « Ah non, vous ne faites pas du journalisme ». Après, quand c'est fait à l'étranger, vous dites que ça a de l'intérêt. Mais quand c'est fait sur le plan local, vous pensez qu'on veut vous charger. C'est toute la Guinée. Ça, c'était à citer seulement de passage. Donc, on a fait tout ça. Il n'y a pas eu une petite réaction de la part du pouvoir. Il va y avoir pire. Quand le gouvernement va être dissous, on va mettre en place un comité, des commissions de travail à la présidence qui vont travailler sur non seulement le départ des anciens ministres, mais également préparer l'arrivée du Premier ministre et des nouveaux. Amadou Doumbouya était dans la commission. Donc si vous me parlez de rupture, moi je ne crois pas. Il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose que nous ne savons pas qui a occasionné son limogeage. Mais pas tout ce qu'on croit. Si c'est pour la corruption, il ne serait pas parti. Si c'est pour des soupçons que les médias ont évoqués, certaines raisons qui sont évoquées aujourd'hui, c'est la gestion de la crise. Même pour la gestion de la crise. Due à l'explosion. Mais il y a aussi d'autres dossiers qui seraient arrivés à la CRIEF. Non mais attendez, le dossier de la CRIEF, c'est arrivé là-bas depuis quand? Bon, peut-être que on peut peut-être... Ali a cru bon de réagir. Oui, à la sortie de Farinta. Il y a un autre média, quoi. Il y a un autre média. On peut peut-être privilégier légèrement, avec beaucoup de précautions, cette piste-là. Dire par exemple que le procureur acculé aurait peut-être demandé l'exécutif de s'en débarrasser pour lui permettre de faire des enquêtes. Mais là, je croirais, si bien entendu le dossier lui-même connaît un traitement sérieux dans les jours à venir. Donc si le dossier ne connaît pas de traitement sérieux, je conclurai tout simplement qu'Amadou Doumbouya n'a pas été remercié pour ses soupçons de corruption. Certainement, il a choqué le colonel, le général, et puis le général a voulu s'en débarrasser. Ou alors parce qu'on parle trop de lui, on dit bon, peut-être on peut l'enlever et puis permettre à ceux qu'on respire un peu. Celui des DDG. Moi, je ne lui rends pas responsable de la situation qui arrive. La seule chose, c'est peut-être un conseil pour l'avenir. Parce que dans ce média, dans cette émission, il a osé dire, moi je
je n'ai pas le temps de parler aux médias. Ouais. Ils sont presque tous comme ça. Hein. Après, c'est ce que j'ironisais la dernière fois. J'ai dit, vous voulez expliquer pourquoi les Guinéens n'ont pas de courant? Prenez le mégaphone, circulez dans les quartiers, allez leur expliquer parce que les médias ne représentent rien pour vous. Et ils sont en danger pour la stabilité. Évidemment, nous sommes dans une situation où, à mon avis, le CNRD, voulant tellement convaincre les Guinéens, a accepté d'appuyer le mensonge qui nous a été dit sous Alpha Condé. Parce que je vois des discours qui veulent réhabiliter le système. La question des barrages qu'on évoque aujourd'hui, là, il faut être honnête, ce n'est pas le fait de ceux qui sont là. C'est eux, ceux qui ont construit, qui n'ont pas pris toutes les précautions pour prévenir, par exemple, les situations d'étiage. La période d'étiage. La période d'étiage. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Non. Comment ça? Non, ils l'ont fait. Ça veut donc dire qu'il y a eu des solutions. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils l'ont fait. Justement, ils ont prévu le thermique pour ça. Alpha avait prévu le thermique. Attends. Le thermique. Le bateau dont vous parlez, c'est pas ce qui nous a été dit. C'est pas pérenne. Il y a ce que tu dis. C'est pas Il y a ce qui nous a été dit dans les communications. Il y a ce qui nous a été dit, je suis d'accord. Et dans les communications. On a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Alpha. Mais dans les faits, ils se sont rendus compte justement que d'abord, c'était saisonnier et que ça ne pouvait pas tout couvrir. Ça, ils l'ont su. Ils ont su, tu me permets. Ils ont su qu'il y avait un problème de transport. Et là-dessus, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le régler tout de suite. Il fallait aller à la chasse d'un nouveau programme avec les partenaires. Ils le savaient. Et il a commencé à trouver des solutions ponctuelles. Conakry Power est arrivé dans ce sens. Attends, je veux quand même le dire. Je termine après. Le bateau aussi est arrivé dans ce sens-là. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Alpha, mais au moins il a été plus pragmatique. Ceux qui sont venus nous ont dit quoi? Non, c'est un moyen de détourner de l'argent, c'est un moyen de continuer à enrichir Alpha de l'autre côté. Maintenant là, ceux qu'on payait peut-être à 3,5 millions par mois, Dieu seul le sait, ils vont devoir payer combien pour nous ramener un autre bateau. Mais bon, avec tu permets, Mara? Non, peut-être qu'on va nous envoyer un avion cette fois-ci qui va nous fournir de l'électricité. Je vais terminer rapidement. Je disais, moi, c'est le discours officiel. Quand on construisait Caleta, on dit les problèmes vont finir. On a construit Caleta, on a dit, bon, les problèmes ne sont pas finis. On va construire Swapiti parce que Swapiti est en quelque sorte un barrage qui règle aussi la situation de Caleta. Et donc, avec ça, le problème d'électricité est désormais derrière nous. C'est ce qui nous a été dit. En effet. Tout le reste là qui a été fait, c'est parce que Alpha s'était rendu compte très vite que ces deux barrages n'étaient pas la solution. Évidemment, moi, je reste encore honnête. Alpha a beaucoup fait pour l'énergie dans ce pays. En effet. Plus que tous les présidents que tous les autres. Plus que tous les autres, c'est lui qui nous a permis pour une fois de connaître 24 heures sur 24. Là, je note ça. Mais encore une fois, le travail technique a connu des insuffisances et cela doit être noté. Ceux qui sont arrivés n'ont pas pu vérifier ça et ils ont dit non, nous, le problème est réglé. Ce qui nous intéresse, c'est seulement assurer la distribution. Et évidemment, ils ont participé à la destruction de ce qui a été fait. Il y a le départ du bateau, mais également la question de la gestion. Vous voyez, celui qui sort, il va vous dire « Ah non, période d'étiage. Ah non, on n'a pas d'argent. » Mais vous n'avez pas d'argent, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Parce que vous n'allez pas vous contenter de dire les Guinéens ne payent pas. Nous payons. Peut-être on ne paye pas suffisamment, mais on paye. Mais vous regardez par exemple. Il faut expliquer pourquoi. Ça date pas de vous regardez la couverture. Il faut expliquer pourquoi on n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent pour acheter vous regardez la desserte. Vous regardez la desserte. J'ai un rapport là. On parle de 681 personnes, nombre de clients de EDG. 681 personnes, c'est le nombre de la clientèle de EDG. C'était à 400 000. 400 000. On est aujourd'hui autour de 681 personnes. 1000. Ouais, voilà, donc ça veut. Ça c'est le Grand Conakry. Sans compter. Oui, ça c'est le Grand Conakry. Sans compter ceux de la baie et l'intérieur. Ça reste parcimonieux par rapport au nombre que EDG aurait pu avoir en termes de clients. En termes de clients. C'est clair. Maintenant, je vais juste rajouter une chose. Ce qui est en train de se passer, j'ai compris que bon, il y avait cette communication de politique pour la campagne, parce que quand Kalita est arrivé, tout, on a accéléré en 2015, on a accéléré les choses parce que les élections arrivaient, donc on a accéléré. Sauf qu'il y a eu des problèmes au niveau de la planification. Ils savaient que dans l'avenir, ces genres de problèmes allaient arriver. Maintenant, pour pallier, Alpha l'avait vu venir. C'est les projets d'interconnexion. Très bien. Et j'apprends qu'il aurait demandé même au CNLSG, à la Côte d'Ivoire, la ligne, de nous donner 15 mégawatts. Sauf que la Côte d'Ivoire aussi, la demande devient très forte.
il y a une éclosion démographique. Ils ont dit, on a donné à la Sierra Leone qui ne paye pas. Très bien. Ces factures. Très bien. Donc, on va maintenant, si on donne 15, est-ce que la Guinée est capable de payer aujourd'hui les 15 mégawatts au moment où, en fait, il y a l'assèchement? On va y revenir sans oublier que sur Caleta, quand même, c'était une ligne de 570. On en a construit 370. Les 200, où est-ce que c'est passé? Alors que tout avait été budgété, décaissé pour cela. Autant de questions qui restent. Et ça, c'était aussi la gouvernance d'Alpha Condé. Restez avec nous. Continuez à réagir à cette émission. Aïssa Toussané sera avec nous à l'ouverture de la deuxième partie. Nous poursuivrons ce débat tout à l'heure après cette virgule publicitaire.